Un mari millionnaire trahit sa femme enceinte pour sa maîtresse. 5 ans plus tard, le karma frappe, il pleure de regret, mais... Le soleil matinal peignait des traînées d'or sur les parquets en acajou du manoir Sterling, un testament de réussite à 20 millions de dollars perché dans le coin le plus convoité de Beverly Hills. James Sterling se tenait devant sa baie vitrée, pressant un verre en cristal de jus d'orange frais contre sa tempe, observant les jardiniers tailler méticuleusement ses roses primées. À 42 ans, il avait accompli ce dont la plupart des hommes ne faisaient que rêver, et il le savait. Le doux bruit de pas nus sur le bois franc le fit se retourner. Amara Sterling, son épouse depuis 3 ans, apparut dans l'embrasure de leur suite parentale, enveloppée dans une robe de chambre en soie couleur de nuit. Même avec ses cheveux enroulés dans un foulard de satin et le visage sans maquillage, elle lui coupa le souffle. Sa peau sombre semblait luire de l'intérieur, et ses yeux, d'un brun profond parsemé d'éclats dorés, recelaient cette même intelligence féroce qui l'avait d'abord attiré vers elle lors de cette convention immobilière à Chicago, 5 ans auparavant. « Tu es levé tôt », dit-elle en traversant la pièce pour le rejoindre. Son diplôme de la Harvard Business School était accroché au mur derrière eux, à côté du sien de Yale. Le power couple parfait, comme les appelaient les magazines. L'excellence noire rencontrant la vieille fortune pour créer une nouvelle dynastie. James passa un bras autour de sa taille, inspirant le parfum familier de beurre de cacao et de jasmin. Grosse journée en perspective. L'affaire Thompson se conclut enfin. Amara sourit, mais avec une nervosité qu'il ne lui avait jamais vue. En fait, j'ai besoin de te parler de quelque chose avant que tu ne partes au bureau. Ils s'assirent sur leur canapé en cuir italien fait sur mesure, celui dont Amara avait insisté pour dire qu'il compléterait parfaitement l'esthétique de la pièce. Elle avait eu raison, bien sûr. Elle avait toujours raison sur ce genre de choses. Les mêmes instincts qui l'avaient aidé à transformer Sterling Real Estate d'une respectable entreprise familiale en un empire valant des milliards ne faillissaient jamais dans leur vie privée non plus. James, commença-t-elle en prenant ses mains dans les siennes. Je sais que nous avions dit que nous attendrions encore 1 an, pour nous concentrer d'abord sur l'expansion à Singapour, mais... Elle se mordit la lèvre inférieure, rare manifestation d'incertitude chez une femme qui tenait régulièrement tête aux PDG les plus coriaces du monde des affaires. Je suis enceinte. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de conséquences. James sentit son cœur rater un battement, puis un autre. Ils avaient parlé d'enfants, bien sûr. C'était attendu. La prochaine étape de leur vie parfaitement planifiée. Mais soudain, face à la réalité, quelque chose de froid et tranchant se tordit dans ses entrailles. Il força un sourire, le même qu'il utilisait pour conclure des affaires difficiles. C'est merveilleux, bébé. Les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Si Amara remarqua son hésitation, elle ne le montra pas. Elle se lança dans des détails sur les dates prévues et les rendez-vous médicaux, sa voix prenant ce ton excité qu'elle réservait habituellement aux acquisitions immobilières particulièrement prometteuses. Sa main libre se posa inconsciemment sur son ventre encore plat, et James se surprit à le fixer, se sentant de plus en plus déconnecté de la scène qui se jouait devant lui. Le reste de la matinée passa dans un flou. Il regarda Amara suivre leur routine habituelle, son yoga matinal dans leur salle de sport privée, le chef lui servant son toast à l'avocat préféré, leur gouvernante Maria s'affairant autour d'elle avec une affection grand-maternelle. Mais quelque chose avait changé dans la perception de James. La vie parfaite qu'il avait construite ressemblait soudain à un piège. Plus tard, alors que son chauffeur Frank le conduisait au bureau dans le Rolls-Royce Phantom, James fit défiler son téléphone, s'arrêtant sur une photo du gala de charité de la veille. Il était là avec Amara, sa main fièrement posée sur sa taille, son sourire éblouissant illuminant le cadre. Ils avaient l'air parfaits ensemble, lui dans son smoking Tom Ford, elle dans une robe Versace sur mesure qui soulignait sa silhouette sculpturale. La légende disait, le couple puissant James et Amara Sterling fait don de 5 millions de dollars aux initiatives éducatives des quartiers défavorisés. La voiture s'arrêta à un feu rouge, et James regarda un jeune couple traverser la rue en poussant une poussette. La femme riait de quelque chose que son partenaire avait dit, l'air épuisé mais heureuse. James ressentit une montée de panique. Est-ce que ce serait ça, sa vie? Des nuits blanches, des changements de couches et du babil de bébé? Les membres du conseil d'administration le prendraient-ils au sérieux s'il devait quitter des réunions pour assister à des pièces de théâtre scolaire? Son téléphone vibra avec un SMS d'Amara, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Richardson pour la semaine prochaine. Hâte d'entendre le cœur de notre bébé. James fixa le message, son pouce planant au-dessus du champ de réponse.
Le mari parfait serait excité. Le mari parfait serait déjà en train de rechercher les meilleures écoles maternelles et de mettre en place un fonds fiduciaire. Le mari parfait ne lutterait pas contre l'envie de courir aussi loin et aussi vite que possible. La Rolls-Royce se gara sur sa place réservée à la tour Sterling, 50 étages de verre et d'acier qui perçaient la ligne d'horizon de Los Angeles. En sortant, ajustant son costume Brioni, sa secrétaire Victoria se hâta à sa rencontre, ses cheveux blonds accrochant le soleil matinal. Elle lui tendit son emploi du temps pour la journée, leurs doigts s'effleurant un peu plus longtemps que nécessaire. Des félicitations s'imposent, Monsieur Sterling, dit Victoria, sa voix portant une note qu'il ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Madame Sterling vient d'appeler pour nous informer au sujet du bébé. James s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. Victoria Kane était nouvelle dans l'entreprise, à peine 2 mois en poste, mais elle s'était déjà révélée inestimable. Plus important encore, elle représentait quelque chose qui devenait de plus en plus attrayant, la simplicité. Pas d'attente, pas de dynastie à bâtir, pas de vie parfaite à maintenir. Merci, Victoria, dit-il, et pour la première fois ce matin-là, son sourire parut réel. Concentrons-nous sur le travail pour l'instant, voulez-vous ? Tandis qu'il prenait l'ascenseur vers l'étage de la direction, James sentit le poids de sa vie parfaite peser sur lui. Amara l'avait aidé à bâtir un empire, l'avait rendu meilleur à tous points de vue. Elle méritait sa joie, son excitation, son engagement total envers leur famille grandissante. Mais, alors que Victoria le briefait sur les réunions du jour, son parfum subtil mais enivrant dans l'espace confiné, James Sterling, millionnaire, philanthrope et mari soi-disant parfait, commença à comploter la destruction de tout ce qu'il chérissait. La vie parfaite, commençait-il à réaliser, était parfaitement étouffante. L'autre femme. Victoria Kane maîtrisait l'art de l'attente. Telle une araignée tissant sa toile, elle avait appris que les pièges les plus efficaces se construisaient avec patience et précision. Lorsqu'elle avait postulé pour le poste d'assistante de direction chez Sterling Real Estate, ce n'était pas par hasard. Elle avait étudié James Sterling pendant des mois, ses habitudes, ses faiblesses et, plus important encore, les fissures capillaires dans son mariage parfait que même lui n'avait pas encore remarqué. Son premier jour à la tour Sterling avait été calculé dans les moindres détails. Le tailleur Chanel crème, assez modeste pour le bureau mais taillé à la perfection. Ses cheveux blonds platine, coiffés en ondulations douces, qui la faisaient paraître plus jeune que ses 32 ans. Pas d'alliance. Elle avait appris tôt dans sa carrière que les hommes mariés préféraient leur tentation libre de toute attache. L'assistante précédente de M. Sterling l'a servi pendant 15 ans, l'avait prévenu le directeur des ressources humaines lors de l'entretien. Il a des standards exigeants. Victoria avait simplement souri, la confiance rayonnant de ses yeux bleus glaciers. J'ai hâte de les surpasser. Pendant le premier mois, elle fut le modèle de l'efficacité professionnelle. Elle arrivait 15 minutes avant James chaque matin, ayant mémorisé ses préférences pour le café noir, de sucre, mais passant au thé vert après le déjeuner. Elle anticipait ses besoins avant qu'il ne les exprime, gérait son calendrier avec une précision militaire et, surtout, elle écoutait. Elle écoutait quand il se plaignait des réunions du conseil qui s'éternisaient. Elle écoutait quand il grommelait à propos des galas de charité qui empiétaient sur ses week-ends. Et elle écoutait particulièrement pendant ces moments calmes où il fixait la fenêtre de son bureau, soupirant sous le poids des attentes. La nouvelle de la grossesse d'Amara fut l'opportunité qu'elle attendait. Elle observa James ce matin-là, nota comment ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prenait son téléphone, vit la panique traverser son visage quand il pensait que personne ne regardait. Victoria avait joué à ce jeu assez souvent pour reconnaître un homme au bord de la crise. « Vous semblez tendu, Monsieur Sterling, dit-elle un soir, posant son thé habituel de l'après-midi sur son bureau. Le bureau était calme, la plupart des employés étant partis pour la journée. « Tout va bien ?» James leva les yeux, des cernes trahissant son manque de sommeil. « Juste les affaires, ment-il. » Mais Victoria remarqua comment son alliance semblait lourde à son doigt, comment il ne cessait de la tourner inconsciemment. « Bien sûr, répondit-elle, se tournant pour partir, puis comme si c'était une arrière-pensée, mon père était pareil quand ma mère était enceinte de moi. Parfois, je pense que les hommes traitent ces changements différemment de ce que les femmes attendent d'eux. Elle vit le soulagement inonder ses traits, enfin, quelqu'un qui comprenait. C'était la première fissure dans son armure, et Victoria savait exactement comment l'élargir. Au cours des semaines suivantes, elle devint sa confidente. De petits commentaires ici et là, toujours prudents, toujours apparemment innocents.
Madame Sterling a appelé pour le rendez-vous chez le médecin. Encore, disait-elle, son ton portant juste une pointe de sympathie pour sa réticence évidente. Elle commença à rester tard quand il le faisait, commandant le dîner quand les réunions s'éternisaient. Elle riait à ses blagues, demandait son avis sur des sujets qui le faisaient se sentir important et, surtout, elle ne lui mettait jamais la pression sur quoi que ce soit. Elle devint son échappatoire. Tandis que les nausées matinales d'Amara la gardaient plus souvent à la maison, Victoria se proposa pour accompagner James au déjeuner d'affaires et aux réunions clients. Elle portait un parfum subtil qui lui rappelait ses années d'université, avant que les responsabilités et les attentes ne pèsent sur lui. Elle glissait des mentions désinvoltes de ses relations passées, toutes avec des hommes puissants, toutes terminées parce qu'elle tenait trop à son indépendance. « Je ne pourrais jamais piéger un homme comme ça », dit-elle un soir, après que 3 doigts de scotch eurent délié la langue de James et qu'il eut confessé ses peurs sur la paternité. « Les enfants devraient être désirés par les 2 parents, ne pensez-vous pas ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, dangereux et enivrants. James la fixa alors, la fixa vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. Victoria soutint son regard, le laissant voir ce qu'elle voulait qu'il voie, la liberté, l'excitation, l'absence d'attente. Le premier contact fut accidentel, leurs mains s'effleurant alors qu'elle lui tendait un dossier. Le premier vrai baiser eut lieu lors d'une session stratégique tardive, tous deux penchés sur des contrats, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Victoria se retira la première, jouant parfaitement le rôle de l'autre femme tourmentée. « C'est mal », chuchota-t-elle, ses lèvres encore proches des siennes. « Vous êtes mariés, vous allez être père. » Mais ils savaient tous deux qu'il était trop tard. Le piège s'était refermé. Alors que la vie domestique de James se concentrait de plus en plus sur les préparatifs pour le bébé et les projets d'avenir, Victoria représentait tout ce que son mariage n'était pas, spontané, simple, palpitant. Elle ne mentionnait jamais le nom d'Amara, mais elle s'assurait que James ressente le contraste chaque jour. Là où Amara se concentrait désormais sur les vitamines prénatales bio et la sécurisation de la maison pour le bébé, Victoria emmenait James dans des clubs de jazz underground et lui rappelait l'homme qu'il était autrefois. Elle observa avec une satisfaction calculée alors qu'il commençait à prendre des déjeuners plus longs, inventant des excuses pour rester tard au bureau. Elle sauvegardait leurs messages, gardait les reçus de leur dîner d'affaires, documentait chaque indiscrétion avec la précision de quelqu'un qui savait que de telles preuves pourraient s'avérer utiles un jour. La grossesse sembla accélérer son calendrier. À 7 mois, Amara était radieuse, son succès en tant que femme d'affaires désormais amplifié par l'éclat de la maternité imminente. Le bureau bourdonnait d'excitation pour le bébé, pour le prochain chapitre parfait du Power Couple Parfait. Victoria choisit ce moment pour frapper. « Peut-être devrions-nous arrêter ça, dit-elle un soir, les larmes brillant dans ses yeux. Je ne supporte plus d'être ton secret. Je donnerai ma démission demain. » La panique dans les yeux de James lui dit qu'elle avait gagné. En 24 heures, il planifiait comment quitter sa femme, convaincu que c'était sa propre idée. Victoria écouta patiemment alors qu'il rationalisait ses choix, hochant la tête avec sympathie pendant qu'il se convainquait que quitter Amara était un acte de bonté. Mieux valait en finir maintenant que de vivre un mensonge. La veille du gala de l'entreprise, Victoria avança son dernier pion. « Si tu es vraiment sûr pour nous, chuchota-t-elle, prouve-le. Plus de cachette. » Elle observa depuis la touche lors du gala, portant une robe rouge qui coûtait 3 mois de salaire, tandis que James Sterling détruisait son mariage devant l'élite de Los Angeles. Alors qu'Amara fuyait la salle de bal, sa silhouette enceinte digne même dans le chagrin, Victoria s'autorisa un petit sourire. L'araignée avait fini sa toile, et sa proie s'y était jetée volontairement. James ne se doutait pas que Victoria avait déjà commencé à parcourir ses informations bancaires privées, cataloguant ses actifs et planifiant la phase suivante de sa conquête. Après tout, devenir l'autre femme n'était que le début de son plan. Le véritable prix serait de devenir la prochaine Madame Sterling et de prendre tout ce qui avait un jour appartenu à Amara. L'humiliation publique. Le gala annuel de Sterling Real Estate avait toujours été le joyau du calendrier social de Los Angeles. Cette année, la grande salle de bal de l'hôtel Biltmore ruisselait d'orchidées blanches et de lustres en cristal, chaque table ornée de cartons calligraphiés à la main et de champagne millésimé valant plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. 700 des figures les plus influentes de la ville remplissaient la salle, leurs valeurs nettes combinées rivalisant avec le PIB d'un petit pays. Amara Sterling se tenait devant le miroir en pied dans la salle d'eau VIP de l'hôtel, ajustant le drapé de sa robe Valentino sur mesure. La mousseline de soie bleu nuit flottait élégamment sur son ventre de 7 mois,
tandis que des perles stratégiquement placées attiraient l'attention sur son cou et ses épaules toujours élégants. Elle avait passé 1 heure supplémentaire avec sa maquilleuse, déterminée à atteindre cet équilibre parfait, assez professionnel pour un événement d'affaires, assez glamour pour un gala, et assez radieuse pour correspondre aux attentes de tous envers une future mère. « Tu es absolument rayonnante », dit Margaret Chen, sa plus proche amie et chef des opérations asiatiques de Sterling. Mais Amara surprit le regard inquiet que Margaret lança à son reflet. James a été distant, admit Amara, verbalisant ce qu'elles savaient toutes les deux. Mais ce soir est important pour l'entreprise. Le contrat Morrison pourrait à lui seul. Oublie le contrat Morrison, l'interrompit Margaret. As-tu parlé avec lui d'eux? Un coup discret à la porte la coupa. Madame Sterling? Monsieur Sterling vous demande. Les discours vont commencer. Amara carra les épaules, des années d'internat et de Harvard Business School lui ayant appris que l'apparence était une armure. C'est l'heure de briller, dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. La salle de bal bourdonnait de l'énergie particulière de la vieille fortune se mêlant aux nouvelles ambitions. Amara traversa la foule avec une grâce exercée, acceptant les félicitations tant pour l'année record de l'entreprise que pour sa grossesse. Elle était, comme Forbes l'avait récemment déclaré, le visage de l'Amérique corporative moderne, brillante, belle et apparemment capable de tout avoir. Elle repéra James à la table principale, son smoking impeccablement taillé, sa posture rayonnant la confiance d'un homme au sommet de sa puissance. Mais quelque chose clochait. Le scotch dans sa main était au moins son 3e de la soirée, et son sourire avait cette qualité fragile qu'elle avait commencé à remarquer dernièrement. Victoria Kane se tenait à proximité, portant une robe rouge qui repoussait les limites de la décence professionnelle. Amara remarqua comment les yeux de la jeune femme suivaient chaque mouvement de James. Mais elle repoussa l'observation. Elle avait des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer ce soir. « Mesdames et messieurs », annonça le maître de cérémonie, « veuillez accueillir sur scène l'homme de la soirée, Monsieur James Sterling. » Les applaudissements furent tonitruants. James se leva, redressant son nœud papillon. En passant près d'Amara, elle tendit la main vers la sienne, un geste qu'ils avaient partagé à chaque gala depuis 3 ans. Il passa devant elle sans sembler la remarquer. « Merci, merci », commença James, sa voix portant ce léger écho que produisent les systèmes audio coûteux. Sterling Real Estate a connu une année extraordinaire. Amara écouta avec un malaise grandissant alors que James s'écartait de leur discours soigneusement préparé. Ses mots étaient légèrement pâteux, son vernis habituel montrant de dangereuses fissures. Le succès, poursuivit-il, oscillant légèrement. Le succès a un prix, n'est-ce pas? Nous faisons tous semblant. Nous portons tous des masques. Ce soir, j'enlève le mien. La salle tomba dans le silence. Même les serveurs s'arrêtèrent de bouger, sentant le changement d'atmosphère. « Ma femme », fit James en désignant Amara, forçant chaque œil dans la salle à se tourner vers elle. « Ma brillante, parfaite femme. Elle m'a donné tout ce qu'un homme pourrait vouloir, y compris apparemment un enfant. » Amara sentit son sang se glacer. La main de Margaret trouva la sienne sous la table, la serrant fort. « Mais la perfection, » rit James, un son creux. La perfection est épuisante. Et parfois un homme a besoin de plus que la perfection. Parfois, il a besoin de vérité. Victoria Kane s'avança, sa robe rouge telle une entaille de couleur contre les orchidées blanches. Le visage de James se transforma en la regardant, montrant plus d'émotion qu'il n'en avait affiché depuis des mois. La vérité est, sa voix baissa, intime malgré le microphone, que j'ai trouvé quelque chose de réel, quelque chose qui n'est pas bâti sur des attentes et des obligations. Victoria. Les halètements furent audibles. Des téléphones apparurent dans les mains à travers la salle de bal, les vautours des réseaux sociaux prêts à se repaître du drame en cours. « Et le bébé » poursuivit James, ses mots visant maintenant directement Amara comme des fléchettes empoisonnées. « Eh bien, le timing est une chose amusante, n'est-ce pas? Toutes ces nuits tardives au bureau, tous ces voyages d'affaires. » L'insinuation resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Amara sentit le bébé donner un coup, un rappel brutal de la vie innocente prise dans ce cauchemar. Elle se leva lentement, sa main reposant protectrice sur son ventre. La salle était si calme qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les verres abandonnés. Des centaines d'yeux regardaient, des centaines de téléphones enregistraient alors qu'Amara Sterling faisait face à la destruction publique de son mariage. James,
sa voix était claire, portant jusqu'à chaque coin de la salle silencieuse, « Tu es ivre, et tu commets une erreur que tu regretteras pour le reste de ta vie. » Elle se tourna vers Victoria, qui eut l'audace d'arborer un sourire narquois. « Quant à vous, mademoiselle Kane, je vous suggère de profiter de ce moment. C'est la dernière fois que vous serez la bienvenue dans un conseil d'administration de cette ville. » Avec la même grâce qu'elle avait utilisée pour conclure des affaires valant des milliards, Amara marcha vers la sortie. Son talon s'accrocha à l'ourlet de sa robe, mais elle ne trébucha pas. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Derrière elle, le chaos éclata. Margaret criait après James. Les membres du conseil étaient regroupés en conversation urgente. Quelqu'un pleurait, probablement la mère de James, qui avait toujours traité Amara comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Le valet amena sa voiture en un temps record, ayant probablement regardé la scène se dérouler sur les réseaux sociaux en temps réel. Alors que son chauffeur tenait la portière, Amara autorisa enfin ses mains à trembler. Son téléphone vibrait continuellement, CNN, Bloomberg, chaque journal économique du pays voulant une déclaration. Déjà, elle pouvait voir les titres, l'empire sterling s'effondre, rupture publique du couple puissant, une cadre enceinte humiliée au gala d'EE l'entreprise, l'autre femme d'EE Sterling, qui est Victoria Kane. Mais il ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était la vie qui grandissait en elle, l'empire qu'elle avait aidé à bâtir et la dignité qu'elle refusait de perdre. Demain, elle appellerait ses avocats. Demain, elle protégerait ce qui était sien. Demain, elle recommencerait. Mais ce soir, alors que sa voiture glissait à travers les rues de Los Angeles, Amara Sterling s'autorisa un moment de chagrin pur et privé pour la vie qu'elle avait cru sienne et l'homme qu'elle avait cru connaître. Son téléphone vibra une dernière fois, un message de Margaret. « Il vient de virer tous ceux qui sont partis après toi. La moitié du conseil d'administration s'en va. » Il a perdu la tête. Amara éteignit son téléphone. Dans l'obscurité silencieuse de la voiture, son bébé donna un nouveau coup de pied, plus fort cette fois. Elle posa ses deux mains sur son ventre et murmura, « Il ne reste plus que toi et moi, maintenant, mon petit. Et nous allons être extraordinaires. » Le fond du gouffre. Le lendemain du gala, James Sterling se réveilla avec une gueule de bois écrasante et Victoria Kane dans son lit à l'hôtel Peninsula. Son téléphone affichait 78 appels manqués, 143 messages et d'innombrables notifications par email. Le titre du Wall Street Journal le foudroya du regard. Sterling Real Estate en chute libre, l'action plonge de 30% après la crise publique du PDG. Fais-les tous disparaître, grogna-t-il en tirant un oreiller sur son visage. Victoria s'étira à côté de lui, féline et satisfaite. C'est ça le truc avec les scandales, chérie, ronronna-t-elle en faisant défiler son propre téléphone. Ils ne disparaissent pas. Ils évoluent. À midi, l'évaluation des dégâts commença à tomber. La moitié de son conseil d'administration avait démissionné, y compris Thomas Chen, son plus vieil ami et le mari de Margaret. Leur lettre de démission, divulguée à la presse, invoquait des préoccupations morales et éthiques concernant la direction. 3 grands fonds de pension avaient déjà liquidé leur participation, et le contrat Morrison, d'une valeur de 500 millions de dollars, était officiellement mort. Qu'ils partent, déclara James en se versant un scotch au petit déjeuner dans la suite de l'hôtel. Nous bâtirons quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera vraiment à moi. Victoria l'observait avec des yeux calculateurs tout en glissant dans un peignoir d'hôtel qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Bien sûr que nous le ferons, chérie, mais d'abord, nous devons régler tes obligations précédentes. Ces obligations devinrent claires lorsque l'avocat personnel de James, Richard Goldman, arriva, l'air de n'avoir pas dormi. Elle demande le divorce, annonça Richard sans préambule. Et James, ce n'est pas bon. Le contrat prénuptial, dont James s'était jadis vanté auprès de ses amis de golf, comportait une clause de moralité. L'infidélité publique le rendait nul et non avenu. Les avocats d'Amara voulaient du sang, la moitié de tout, plus des dommages-intérêts punitifs pour détresse émotionnelle et atteinte à sa réputation professionnelle. Elle ne peut pas me faire ça, bafouilla James. J'ai bâti cette entreprise. Le rire de Richard sonna creux. Tu l'as bâti? James, chaque contrat client majeur des 3 dernières années porte les empreintes d'Amara. L'expansion asiatique? Ses relations. L'initiative de développement durable qui a triplé notre présence sur la côte ouest? Son idée. Bon sang, même les banques préfèrent traiter avec elle. Alors nous nous battrons, intervint doucement Victoria,
sa main possessive sur l'épaule de James. Tout le monde aime un bon drame judiciaire. Richard la regarda avec un mépris non dissimulé. Un drame judiciaire où un homme riche abandonne sa femme enceinte pour sa secrétaire dans ce climat politique? Nous serons crucifiés. Les jours suivants devinrent un flot de réunions de gestion de crise et de tentatives de limitation des dégâts. James installa Victoria dans le manoir de Beverly Hills, ignorant la façon dont Maria, la gouvernante depuis 15 ans, démissionna sur le champ. Victoria commença immédiatement à redécorer, ce qui signifiait effacer toute trace de la présence d'Amara. La presse campait devant leur grille, avide de plus de drames. Ils l'obtinrent lorsque Victoria apparut portant le collier Van Cleef & Arpels préféré d'Amara, un cadeau de premier anniversaire qui avait figuré dans le reportage de Vogue sur le « couple de pouvoir ». « Tu as fouillé dans ses bijoux ?» demanda James, le scotch dans sa main ne faisant pas grand-chose pour émousser son malaise grandissant. Victoria haussa les épaules, s'admirant dans le miroir. Elle les a laissés derrière elle, chérie, tout comme elle t'a laissé. Mais ce fut le bureau d'Amara qui montra vraiment à James ce qu'il avait perdu. Il y entra une semaine après le gala pour le trouver complètement vide. Chaque dossier, chaque contrat, chaque bribe de connaissances institutionnelles qu'elle avait accumulées au fil de leurs années ensemble. Disparu. Légal, certes, mais dévastateur. L'exode continua. Des clients qui étaient avec Sterling Real Estate depuis des générations eurent soudain besoin de nouvelles perspectives. De jeunes talents qu'il avait personnellement recrutés envoyèrent des emails polis pour poursuivre d'autres opportunités. Même sa propre mère refusait de prendre ses appels. Les dépenses de Victoria, pendant ce temps, atteignaient des niveaux spectaculaires. Elle engagea un styliste personnel, commanda une flotte de nouvelles voitures et commença à planifier des rénovations extensives pour chaque propriété que James possédait. Nous devons leur montrer que nous sommes intouchables, expliqua-t-elle, balayant ses inquiétudes sur la trésorerie. L'image est tout. Mais l'image ne pouvait arrêter l'hémorragie. À la fin du premier mois, l'action de Sterling Real Estate avait perdu 60% de sa valeur. Le conseil d'administration, désormais rempli des remplaçants recommandés par Victoria, imposa des mesures de plus en plus désespérées. Ils licencièrent des employés de longue date, vendirent des divisions rentables à prix bradé et contractèrent des dettes à taux élevés pour maintenir la liquidité. James regarda tout cela à travers une brume de scotch coûteux et de somnifères. Il licenciait quiconque mentionnait le nom d'Amara, s'entourait de béni oui-oui et essayait de se convaincre que c'était la liberté qu'il avait désirée. Le coup de grâce survint lors d'une session de beuverie tardive dans son bureau à domicile. Faisant défiler son téléphone, essayant d'éviter les nouvelles sur le dernier revers de son entreprise, il se retrouva sur les réseaux sociaux d'Amara. Elle était là, assistant à une conférence sur l'énergie propre à Singapour, sa première apparition publique depuis le gala. Elle avait l'air radieuse, sa grossesse encore plus prononcée, répondant aux questions sur sa nouvelle société de conseil avec sa grâce caractéristique. Les commentaires en dessous étaient brutaux. Le karma arrive pour James Sterling. Qui trompe une femme enceinte? Ordure. Amara est mieux sans lui. Sterling Real Estate est fini. James jeta son téléphone à travers la pièce, brisant à la fois l'appareil et une photo de son père, l'homme qui avait démarré leur entreprise avec un seul bureau immobilier et un code d'éthique inébranlable. Papa fait un caprice. Victoria se tenait dans l'embrasure de la porte, portant une autre des robes de créateur d'Amara, une coupe de champagne dans ses mains parfaitement manucurées. Pour la première fois, James la vit clairement, le sourire calculé, les yeux froids, l'absence absolue de sentiments sincères. « Que ai-je fait » chuchota Théil. Le rire de Victoria fut comme du verre brisé. « Tu as fait exactement ce que chaque homme puissant finit par faire, chérie. Tu as prouvé que tu es tout aussi faible que je le pensais. » Elle s'éloigna en se dandinant, laissant James seul avec les décombres de sa vie. Dehors, la pluie commença à tomber sur la pelouse parfaitement entretenue qui ne ressemblait plus à un foyer. Quelque part dans la ville, Amara construisait une nouvelle vie sans lui. Leur enfant grandirait en sachant que son père avait choisi l'orgueil et la luxure plutôt que l'amour et la famille. James Sterling, jadis le roi de l'immobilier de Los Angeles, s'assit dans son bureau obscur et admit enfin la vérité. Il n'avait pas touché le fond quand il avait perdu sa femme, son entreprise ou sa réputation. Toucher le fond, c'était réaliser qu'il méritait de tout perdre. La naissance et la vérité. La maternité du centre médical Cedar Sinai avait vu son lot de drames, mais la naissance de Marcus Sterling fit les gros titres pour toutes les mauvaises raisons. Alors qu'Amara était en travail depuis 26 heures,
James Sterling fut photographié embarquant dans son jet privé pour les Maldives avec Victoria Kane. Sa silhouette en bikini s'étala sur le site de TMZ. Margaret Chen n'avait pas quitté le chevet d'Amara depuis la rupture des eaux, gérant les appels des membres inquiets du conseil et filtrant impitoyablement les visiteurs. Pousse, l'encouragea-t-elle, laissant Amara lui broyer la main jusqu'à faire craquer les os. Montre-leur de quoi tu es faite. À 3h47, un mardi matin orageux, Marcus Sterling annonça son arrivée par un cri puissant qui sembla ébranler les murs de l'hôpital. Les infirmières le nettoyèrent et le placèrent dans les bras d'Amara, ses traits minuscules étant un mélange parfait de ses parents. Oh, souffla Amara, traçant le visage de son fils d'un doigt tremblant. Il ressemble tellement à... Ne le fais pas, avertit Margaret. Ne lui donne pas ce pouvoir. Mais il était impossible de le nier. Marcus avait le nez distinctif de James, son menton déterminé, et même le même épi dans ses cheveux sombres. La nature avait créé une preuve irréfutable de paternité, visible pour quiconque avait des yeux. L'annonce de la naissance fit la une de tous les grands journaux, accompagnée d'une photo d'hôpital montrant Amara tenant Marcus, Margaret se tenant protectrice à leur côté. Les sections de commentaires explosèrent. Pas besoin de test ADN. C'est définitivement le fils de James Sterling. Père de l'année, manquant la naissance de son gosse pour des vacances à la plage. La classe. Regardez le visage de ce bébé et dites-moi qu'il n'est pas un Sterling. Les photos parvinrent à James via sa nouvelle assistante. Victoria avait insisté pour virer tous ceux qui avaient travaillé avec Amara pendant qu'il sirotait du rhum coco sur une plage privée. La ressemblance le frappa comme un coup physique. Chérie. Appela Victoria depuis leur villa de luxe. Le jet est prêt pour Dubaï. James fixa son téléphone, ce fils qu'il avait abandonné avant même qu'il ne prît sa première respiration. La vérité qu'il fuyait le rattrapa sous le soleil des Maldives. Il était désormais officiellement le genre d'homme qu'il avait passé sa vie entière à mépriser. Les 5 années suivantes se déroulèrent comme un conte de Deville. Dans une histoire, Amara Sterling elle garda le nom, disant aux journalistes « Je l'ai mérité », bâtit un empire sur les cendres de son mariage. Sa société de conseil, Phoenix Global, se spécialisa dans la restructuration d'entreprises éthiques et le développement durable. Au premier anniversaire de Marcus, elle avait déjà aidé 3 entreprises du Fortune 500 à naviguer des transitions majeures. Le succès et la meilleure vengeance, la citèrent les magazines d'affaires alors qu'elle tenait Marcus sur sa hanche pendant les réunions du conseil. Son fils devint un enfant précoce avec l'intelligence de sa mère et le charisme de son père. Une combinaison qui charmait tout le monde, des PDG aux maîtresses de maternelle. Pendant ce temps, l'histoire de James prit un tournant plus sombre. Les habitudes de dépenses de Victoria escaladèrent au-delà même de ses moyens considérables. Elle voyageait avec un entourage, redécorait leur maison chaque saison et traitait ses cartes de crédit comme des ressources illimitées. L'image est tout, lui rappelait-elle en commandant une autre séance de Botox ou en planifiant une autre fête extravagante. Nous devons leur montrer que nous gagnons. Mais il ne gagnait pas. Sterling Real Estate, jadis le joyau du développement de Los Angeles, devint connu pour ses projets bâclés et ses économies de bout de chandelle. Les membres du conseil recommandés par Victoria poussaient pour des profits rapides au détriment de la croissance durable. Les violations environnementales s'accumulèrent. Les règles de sécurité furent traitées comme optionnelles. Le premier procès vint d'une famille dans l'un de leurs nouveaux développements. Des matériaux toxiques avaient été utilisés pour réduire les coûts. Puis un autre, et un autre. James regarda l'héritage de son père s'effriter tandis que Victoria le distrayait avec des voyages et des fêtes sans fin. Sa consommation d'alcool, jadis confinée au scotch du soir, commençait plus tôt chaque jour. Les réunions du conseil devinrent des exercices d'humiliation alors que des concurrents plus jeunes et plus affamés dépeçaient les faiblesses de son entreprise. Même les publications soigneusement orchestrées de Victoria sur les réseaux sociaux ne pouvaient cacher la réalité. James Sterling était en chute libre. Il apercevait des bribes de la vie de son fils à travers les photos de journaux et les publications sociales. Les premiers pas de Marcus capturés lors d'un événement caritatif où Amara recevait un prix humanitaire. Son premier jour de maternelle, tenant la main de sa mère alors qu'il naviguait à travers les photographes. Sa fête de 4e anniversaire au musée d'histoire naturelle, entourée d'invités admiratifs tandis qu'Amara regardait fièrement. Chaque étape était un poignard dans le cœur de James. Chaque photo un rappel de ce qu'il avait jeté. Il commença à suivre la carrière d'Amara de manière obsessionnelle, lisant chaque interview, regardant chaque discours. Elle ne disait jamais de mal de lui publiquement,
ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose pire. Le fonds fiduciaire de votre fils, risqua son comptable lors d'un bilan financier particulièrement sombre, a été épuisé. Quoi? James leva les yeux de son verre. C'est impossible. Je l'ai mis en place le lendemain de. Madame Kane vous a fait signer des documents de transfert le mois dernier, dit prudemment le comptable. Elle a dit que c'était pour un investissement immobilier à Dubaï. La révélation déclencha la première vraie dispute entre James et Victoria. Elle se termina par un vase en cristal baccarat lancé à sa tête et la découverte qu'elle détournait de l'argent vers des comptes offshore depuis des années. Tu ne pensais tout de même pas que j'étais amoureuse de toi? Elle rit, sa vraie nature enfin pleinement exposée. Tu étais une cible, James, une cible riche et pathétique qui avait si peur des responsabilités qu'il a jeté tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie. Tu mérites ça. Elle le quitta cette nuit-là, emportant les œuvres d'art, les voitures et ce qui restait de sa dignité. Le contrat prénuptial qu'elle avait insisté pour signer, s'avéra Théil, la favorisait lourdement en cas d'infidélité de sa part. Alors que la 5e année de son exil auto-imposé de la décence approchait, James Sterling se reconnaissait à peine dans le miroir. Ses costumes jadis impeccables pendaient lâchement sur sa carcasse, ses cheveux avaient prématurément grisonné, et ses yeux portaient le regard hanté d'un homme qui a perdu son âme. Un matin, soignant une autre gueule de bois, il ouvrit le Wall Street Journal pour trouver Amara en couverture. Le titre disait « Le Phénix renaît, comment Amara Sterling a révolutionné la restructuration d'entreprise ». L'article louait ses approches innovantes, son engagement envers des pratiques commerciales éthiques et sa capacité à équilibrer sa vie de mère célibataire avec la direction d'un cabinet de conseil valant $1 milliard. Une citation de Marcus, maintenant âgé de 5 ans, apparaissait en conclusion de l'article « Et ma maman répare les entreprises cassées et aide les gens à garder leur travail. » C'est une super-héroïne. James ferma le journal, marcha vers son bureau à domicile et, pour la première fois en 5 ans, s'autorisa à pleurer pour tout ce qu'il avait perdu. Et pour l'homme qu'il aurait dû être. La révélation. Le jour du 5e anniversaire de Marcus, James Sterling se tenait de l'autre côté de la rue, face au musée d'histoire naturelle, regardant à travers la grille décorative en fer les traiteurs décharger des fournitures de fête sur le thème des dinosaures. Sa Mercedes, jadis rutilante et fière, gisait maintenant poussiéreuse sur le parking, métaphore appropriée de son statut déchu. Il n'avait pas été invité, bien sûr. L'ordonnance restrictive obtenue par les avocats d'Amara après sa tentative ivre de voir Marcus à Noël dernier s'en assurait. Mais il ne pouvait pas rester à l'écart. Pas aujourd'hui. De son point d'observation, il pouvait voir le hall d'entrée du musée transformé en un pays des merveilles préhistoriques, avec un squelette imposant de T-Rex drapé de bannières d'anniversaire. Joyeux anniversaire Marcus, lisait-on sur l'enseigne personnalisée dans le style élégant d'Amara. Même de loin, James pouvait voir comment elle avait maintenu son attention impeccable aux détails. Chaque ballon, chaque décoration s'harmonisait parfaitement avec l'atmosphère digne du musée, tout en capturant la magie d'une fête d'anniversaire pour un enfant de 5 ans. Les invités commencèrent à arriver, non pas la foule habituelle d'enfants de maternelle et de parents pressés, mais le Gotha de la société de Los Angeles. Des juges fédéraux portaient des cadeaux emballés. Des milliardaires de la tech aidaient leurs enfants à sortir de leur Tesla, et même le maire fit une apparition. Ce n'était pas juste une fête d'anniversaire. C'était une déclaration sur laquelle Sterling commandait le respect désormais. « Maman, regarde. Un vrai dinosaure. » Le cœur de James s'arrêta au son de cette voix. Marcus fit irruption par les portes du musée sur les marches avant, portant une tenue de jeune paléontologue complétée par un casque colonial légèrement trop grand pour lui. James agrippa la grille, ses jointures blanchies, buvant chaque détail de l'apparence de son fils. Le garçon était grand pour son âge, avec la taille de James mais la grâce naturelle d'Amara. Sa peau était un mélange parfait des deux parents, et son sourire Dieu, ce sourire était du pur Amara, plein de joie et d'intelligence. Marcus sautillait sur la pointe des pieds en pointant divers faits sur les dinosaures à ses invités, son vocabulaire étendu trahissant à la fois la génétique Harvard de sa mère et son dévouement à son éducation. C'est le Tyrannosaurus Rex, expliqua Marcus à un enfant plus jeune avec une autorité professorale. Mais ne t'inquiète pas, il est éteint depuis 65 millions d'années. Ma maman dit que la connaissance fait disparaître la peur. Amara apparut derrière lui, resplendissante dans une robe vert sauge qui lui donnait l'air de sortir tout droit de la couverture d'un magazine. 5 années n'avaient fait qu'accroître sa beauté, ajoutant une confiance mature venue de la reconstruction de sa vie selon ses propres termes. Elle s'agenouilla près de Marcus,
sa main douce sur son épaule alors qu'elle l'aidait à accueillir ses invités. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé ?» lui demanda-t-elle doucement, mais James pouvait encore entendre ces mots portés par l'air calme du matin. Marcus hocha solennellement la tête. « Tout le monde a des circonstances différentes, alors on ne se vante pas de notre fête. On s'assure juste que tout le monde s'amuse et apprend quelque chose de cool sur les dinosaures. C'est mon grand garçon, » sourit Amara en rajustant son casque. « Maintenant, on va voir si l'exposition de fossiles est prête ?» « Oui. » acclama Marcus, puis il se tourna vers son petit groupe d'amis. « Vous saviez qu'ils ont une vraie griffe de vélociraptor ? Ma maman a aidé le musée à la voir. Elle dit que ce n'est pas parce que quelque chose est cassé qu'il n'a plus de valeur. » Le double sens de ces mots frappa James comme un coup physique. Il regarda Amara conduire les enfants à l'intérieur, son leadership naturel évident dans la façon dont enfants et adultes gravitaient vers elle. À travers les portes vitrées du musée, il pouvait voir la fête prendre forme, des stations d'activités éducatives mêlées à des jeux adaptés à l'âge, créant un environnement à la fois divertissant et enrichissant. Margaret Chen arriva avec son mari Thomas et leurs jumeaux. James se souvenait de la naissance de ses jumeaux, de comment il avait été nommé leur parrain en des temps plus heureux. Maintenant, il ne savait probablement même pas qui il était. « Oncle Marcus !» crièrent les jumeaux en courant vers son fils. Les mots frappèrent James comme la foudre. Marcus construisait ses propres liens familiaux, formant des attaches avec les gens qui étaient là pour lui, qui méritaient le droit d'être appelés « famille ». À travers la vitre, James regarda Marcus ouvrir ses cadeaux. Chaque présent semblait soigneusement choisi pour nourrir ses intérêts, kits scientifiques, jeux éducatifs, livres sur les dinosaures et l'espace. Le visage du garçon s'illuminait d'une appréciation sincère pour chacun, n'oubliant jamais de remercier le donateur avec les manières impeccables qu'Amara lui avait inculquées. « Vous voulez une photo, monsieur ?» Un garde de sécurité s'était approché, remarquant la présence prolongée de James. « Je vais devoir vous demander de circuler. » James recula, ses chaussures coûteuses éraflant le trottoir. À cet instant, regardant son fils célébrer sans lui, tout le poids de ses choix s'abattit sur lui. Il n'avait pas seulement perdu sa femme et son enfant, il avait perdu la chance de participer au façonnement d'un être humain remarquable. À travers la grille, il pouvait entendre le rire de Marcus se mêler au bavardage excité de ses amis. Le garçon expliquait la différence entre herbivore et carnivore à son public captivé, ses petites mains gesticulant avec enthousiasme. Chaque mouvement, chaque expression montrait des aperçus de l'homme exceptionnel qu'il deviendrait, guidé par la sagesse et la force d'Amara. James se détourna, sa vision se brouillant. Il avait passé 5 ans à blâmer les autres, Amara pour être trop parfaite, Victoria pour sa manipulation, le conseil pour sa désertion, mais debout ici, regardant la joie dont il aurait pu faire partie, la vérité brisa enfin ses murs de déni. Il avait tout eu, une femme brillante qui le mettait au défi d'être meilleur, un enfant qui l'aurait regardé avec ses yeux vifs et curieux, un héritage qui aurait pu signifier quelque chose de réel. Et il avait tout jeté pourquoi ? Des frissons bon marché avec une escroc ? Une liberté de responsabilité qui semblait désormais de précieux privilèges ? Alors que James retournait à sa voiture, la voix de Marcus porta une dernière fois dans l'air matinal. « Maman, tu savais que les familles de T-Rex restaient ensemble toute leur vie ? Ils se protégeaient les uns les autres. » Ce simple fait, délivré par la voix innocente de son fils, devint la révélation finale dont James avait besoin. Il avait échoué à l'instinct le plus basique programmé par la nature, même chez les prédateurs les plus féroces, la pulsion de protéger et chérir sa famille. Assis dans sa voiture, regardant les ballons de la fête danser contre la façade en pierre du musée, James Sterling comprit enfin que toucher le fond n'avait pas été de perdre son argent, son entreprise, ni même la trahison de Victoria. Toucher le fond, c'était réaliser que son fils de 5 ans en savait plus sur la loyauté, l'amour et la famille qu'il n'en avait appris en 47 ans de vie. Et pour la première fois depuis que tout s'était effondré, James sentit quelque chose de nouveau remuer dans son cœur. Pas de l'apitoiement ou du regret, mais un désir brûlant et désespéré de devenir le genre d'homme qui méritait de faire partie de la vie de ce petit garçon, même s'il lui fallait le reste de sa vie pour le prouver. La longue route vers la rédemption. James comprit enfin qu'aucune somme d'argent ne pouvait réparer ce qu'il avait brisé. Il renvoya Victoria, devint sobre et entama le processus humiliant de faire amende honorable. Amara ne lui facilita pas la tâche, et elle n'aurait pas dû. Mais lorsqu'il prouva, mois après mois, qu'il avait changé, elle lui accorda de courtes visites avec Marcus. James apprit que la rédemption ne se trouve pas dans les grands gestes ou les solutions rapides,
mais dans la reconstruction patiente de la confiance, un petit acte de repentir sincère à la fois. Bien que leur relation amoureuse fût terminée à jamais, ils forgèrent lentement un autre type de lien, bâti sur l'amour partagé pour leur fils et la sagesse issue de leçons douloureuses apprises trop tard. La première année fut la plus dure. Chaque visite supervisée avec Marcus ressemblait à marcher sur des œufs, le poids de ses erreurs passées pesant lourd dans l'air. Les sourires hésitants du garçon et sa distance prudente coupaient plus profondément que n'importe quelle colère. Mais James se présenta chaque fois, sobre et présent, même quand Marcus lui parlait à peine. Amara regardait depuis la touche, les bras croisés et les yeux perçants, jusqu'au jour où Marcus étreignit spontanément son père après un match réussi de la petite ligue. Elle vit les mains de James trembler alors qu'il rendait l'étreinte, vit les larmes qu'il cligna rapidement pour chasser. Ce soir-là, elle accepta que James commence à emmener Marcus à ses entraînements de baseball. Au fil des saisons, leur dynamique changea. James trouva ses marques en tant que père, apprenant à naviguer les réunions parents-prof et les rendez-vous chez le médecin aux côtés d'Amara sans que la vieille tension ne menaçât d'exploser. Il découvrit qu'être un bon coparent signifiait ravaler son orgueil, admettre ses torts et placer les besoins de Marcus avant son propre désir d'avoir raison. Quand Marcus eut 13 ans, il posa des questions sur le passé et la vraie histoire, pas la version aseptisée. Au dîner, dans leur restaurant préféré, James mit ses échecs à nu, répondant aux questions de son fils avec une honnêteté inébranlable. La bouteille est devenue plus importante que tout le reste, admit-il en regardant Marcus pousser des frites dans son assiette. J'ai blessé des gens que j'aimais parce que je ne pouvais pas affronter qui j'étais devenu. Devenir sobre n'était pas juste arrêter de boire, c'était devenir quelqu'un digne de confiance à nouveau. Marcus hocha lentement la tête, assimilant l'information. Maman dit que tu n'es plus la même personne. Ta mère, répondit prudemment James, est l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Elle t'a protégé quand je ne pouvais pas me protéger moi-même. Je passerai le reste de ma vie à en être reconnaissant. Alors que Marcus entrait dans l'adolescence, James devint quelque chose qu'il n'avait jamais prévu, une présence stable, une voix de sagesse durement acquise. Quand Marcus fit face à ses propres luttes avec la pression des pairs et l'identité, le passé de James se transforma d'une source de honte en un puissant outil pédagogique. Le fond du gouffre a un sous-sol, disait-il à son fils, mais il a aussi une échelle pour en sortir. Amara se remaria quand Marcus avait 15 ans avec un homme gentil nommé David, qui entraînait le football des jeunes et la faisait rire comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. À la remise de diplôme de lycée de Marcus, James s'assit avec eux dans le public, sincèrement heureux pour la famille qu'ils étaient devenus. Il avait appris que l'amour prend de nombreuses formes et que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de s'écarter pour laisser la place à quelque chose de mieux pour grandir. Des années plus tard, quand Marcus eut ses propres enfants, ils appelèrent James, Papy, et Amara, Mamie, sans aucune gêne ni explication nécessaire. Le passé n'avait pas été effacé, il avait été transformé, comme le charbon sous la pression, en quelque chose d'inopinément précieux. Une famille liée non par des structures traditionnelles, mais par les liens plus durs et plus durables du pardon, de la compréhension et de la grâce. James ne se remaria jamais. Au lieu de cela, il trouva un but en dirigeant un programme de rétablissement au centre communautaire local, partageant son histoire avec d'autres qui luttaient contre leurs propres démons. Parfois, lors des soirées calmes, il regardait de vieilles photos et ne ressentait pas de regret, mais de la gratitude. Il n'avait pas tout perdu après tout. Il avait juste dû apprendre, douloureusement et patiemment, que l'amour était moins une question de possession que de présence, moins une question de perfection que de persistance. Et à la fin, c'était une rédemption suffisante.